Bonjour et bienvenue à Hockey le Magazine. Cette semaine pour vous, on a rencontré le directeur du développement des joueurs chez le Canadien, Martin Lapointe, qui nous parle de son parcours vers la LNH. Le portrait de Cédric Desruisseaux, des Estacades de Trois-Rivières de la Ligue Midget 3A. Des conseils sur les accessoires de patin présentés par le trio hockey. Des exercices de passe avec Daniel Jacob et Denis Gauthier. Mais tout d'abord, Raphaël Doucet s'est entretenu avec l'entraîneur des gardiens du Canadien, Stéphane Waite, qui nous parle d'une feuille de route bien remplie. Hockey Magazine, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. En compagnie de Stéphane Waite, entraîneur des gardiens de but du Canadien de Montréal. Stéphane, si vous me parliez un peu de votre carrière de joueur avant de devenir entraîneur. De joueur n'a pas été longue. J'étais gardien de but et puis j'ai joué jusqu'à un niveau junior B dans le temps, qui était peut-être le junior 3 aujourd'hui. Et puis j'ai réalisé assez vite que je ne ferais pas carrière comme gardien de but. Et puis j'ai tout le temps été un gars qui aimait entraîner. Et puis même à cette époque-là, j'étais déjà entraîneur de gardien de but. Donc j'ai commencé à entraîner les gardiens de but à 16 ans, et puis qui était allé au niveau midget, Bantam 2A à Sherbrooke. Et puis l'année d'après, à 17 ans, j'étais l'entraîneur de gardien de but au niveau midget 3 à Magog avec les cantonniers dans le temps. Et puis tout ça pour dire que j'ai travaillé longtemps au niveau midget 3. À 20 ans, j'étais l'entraîneur de gardien de but avec les Cataractes de Shawinigan à ce temps-là. Comment est arrivée justement cette première opportunité-là avec les Blackhawks de Chicago? Bien, ma première chance avec les Blackhawks, c'était après avoir refusé une coupe d'offres dans les années antérieures. Je me sentais pas prêt pour la Ligue nationale. Et puis, à un moment donné, les Blackhawks m'ont appelé. Et puis, je me suis dit, à un moment donné, il faut que je fasse le saut. Et puis, quand on m'a fait cette offre, c'était sous les recommandations. C'était Bob Pulford avec les Blackhawks qui m'avait appelé. Et puis, c'était sous les recommandations de Jocelyn Thibault, que je connaissais très bien, qui est un de mes bons amis aujourd'hui. Mais ils m'ont rencontré et puis ils m'ont donné en entrevue. C'était entre moi et 3 autres gardiens de but, coach et gardien de but. Puis le lendemain, ils m'ont offert le poste. Donc, c'est arrivé comme ça. Et puis, on avait signé seulement 1 an. Moi, de mon côté, je voulais voir comment ça allait. Puis, c'est la même chose sur le bord. Et puis, après ça, j'ai eu des contrats de 3 ans jusqu'à temps que je décide de m'emmener à Montréal. Après la Coupe de 2013, vous êtes arrivé à Montréal et puis 1 an plus tard, votre frère Jimmy a pris un peu votre poste à Chicago. Pourquoi cet amour pour la profession de gardien de but chez les Waite? Bon, écoute, premièrement, comme je disais tantôt, j'ai commencé à coacher très, très, très jeune. Et puis, mon premier élève était Jimmy, quand il jouait lui-même à Tombe, puis oui, Bantam, Midget 3, j'étais son entraîneur à Magog, et puis j'ai tout le temps été son coach. Et puis, mon premier élève, et plus tard, Jimmy a eu toute une carrière professionnelle, 8 ans en Ligue nationale, et après ça en Europe, puis une belle carrière. Puis quand il est revenu, il voulait être un entraîneur de gardien de but. Et puis on s'est parlé beaucoup, j'ai conseillé, et puis j'ai dit d'aller faire ses classes en junior, qui serait la meilleure chose. Il a passé 3 ans avec les Saguenay-Chicoutimi, il a fait une très bonne job. Et puis quand les Blackhawks m'ont appelé pour que je les aide à trouver un coach de gardien de but, parce que quand je suis parti, c'était Steve Weeks qui était là, ça a plus ou moins bien été. Joël Canville m'a appelé, et puis je cherchais un entraîneur de gardien de but, puis c'est là que j'ai recommandé fortement mon frère. Il cherchait un gars qui avait la même philosophie que moi, qui coachait comme moi, puis j'ai dit, le seul que je connais, c'est mon frère, il peut pas être plus pareil que moi. Donc, je suis content qu'ils ont donné une chance, et puis il a fait tout un job, il a gagné la Coupe Stanley sa première année, puis il vient de signer un contrat de 3 ans. Il fait tout un job, puis c'est le fun d'échanger, moi puis lui. On s'appelle souvent, puis on échange plein de détails. Puis comme tu dis, c'est une grosse histoire de famille. J'ai mon neveu, qui est le fils de Jimmy, qui va jouer avec les Wildcats de Moncton, qui est un très bon gardien de but. Et puis qui travaille pour moi, mon école de hockey. Puis donc c'est une belle affaire de famille, les Waite, pour les gardiens de but. Vous avez travaillé avec plusieurs gardiens de but. Est-ce qu'il y en a un qui était peut-être le plus travaillant parmi tous les gardiens de but avec qui vous avez travaillé? Ah, dur à dire, parce que la première des choses, quand tu es dans la Ligue nationale, il y a une raison pour ça. Puis la raison, c'est que la plupart sont très travaillants.
Si t'es pas travaillant, je pense que tu te rends pas là. Mais je peux te dire qu'un gars comme Nikolai Khabibulin était impressionnant. C'était une machine. C'était un gars qui en voulait, puis qui en voulait, puis qui en voulait. Peter Boudaille, c'est pareil. C'est un des gars qui travaillait le plus fort que j'ai rencontré. Je peux dire, je peux parler de Corey Crawford, la même chose, mais surtout de Carey Price, qui m'impressionne beaucoup. J'avais pas cette vision de lui quand j'étais arrivé à Montréal. Et puis, c'est un gars qui veut devenir le meilleur au monde. Puis à chaque jour, il prend les moyens pour... il m'impressionne beaucoup. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec Anthony Niemi aussi, même un gars comme Ray Emery qui m'a impressionné beaucoup. Donc, j'ai eu la chance d'avoir tous des gardiens de but qui étaient avec moi et qui travaillaient très, très, très fort. Puis comme je disais tantôt, c'est bien rare que tu vas rencontrer un gardien de but dans la Ligue nationale qui travaille très fort, qui travaille pas fort. Parce qu'une des raisons pourquoi ils sont là, c'est le travail. Avant un match du Canadien, combien de temps ça peut vous prendre à analyser le travail d'un gardien de but adverse? Moins qu'avant, parce que maintenant, on a beaucoup d'informations. J'ai beaucoup de notes accumulées au fil des années, au fil des 14 ans. Et puis, mais à chaque game, tu essaies de t'ajuster. Des fois, le gardien de but s'ajuste, donc il faut que tu le vois. Donc, je passe une couple d'heures tout le temps pour regarder les 3 derniers matchs du gardien de but qu'on va affronter. Et puis après ça, je fais un rapport qui est assez maintenant, là, assez rapide, là, mais c'est important de faire un bon rapport. Merci Stéphane et bonne saison. Ça fait plaisir, merci. À la question quiz, on veut savoir combien de fois Martin Lapointe a-t-il remporté la Coupe Stanley avec les Red Wings de Détroit? A. Une fois. B. 2. Ou C. 3 fois. La réponse après la pause. La réponse B. Lapointe a fait partie des puissants Red Wings champions de la Coupe Stanley en 1997 et 1998. En 1998, en plus de faire sentir sa présence au niveau de la robustesse, il a marqué 9 buts en série, soit un seul de moins que Sergei Fedorov. On a d'ailleurs récemment rencontré Martin Lapointe qui nous parle de son parcours vers la LNH. Mon hockey mineur, j'ai joué ça à Ville-Saint-Pierre, maintenant qui est Lachine. Ils ont fait un arrondissement, là c'est rendu Lachine, mais j'ai grandi à Ville-Saint-Pierre. L'aréna était à peu près à 3 coins de rue. Puis il y a 7 rues dans Ville-Saint-Pierre, donc c'était pas trop loin. Bien, mes débuts, ils appelaient ça en bibit. C'est dans le temps que je jouais avec des patins à tubes. Puis je pense que j'avais scoré là, pas loin de 90 buts. Puis ça m'a tout le temps marqué. Puis à tous les matchs, j'arrivais à la maison, les joues roses, j'aimais ça. J'avais la passion là, à un jeune âge là, pour le hockey. Mon cheminement hockey mineur, ça s'est bien déroulé. J'ai pas eu trop d'obstacles, même dans les rangs midget 3A. Ça a très bien été junior, majeur. Ça a bien été. Donc, sauf que c'est quand que j'ai été repêché, c'est là que tu es jeune, tu as 17 ans, tu signes un contrat, ton premier contrat, tu penses que tu as déjà fait la Ligue nationale. Et puis, je suis arrivé à mon premier camp avec 20 livres en trop. J'avais la fourchette facile, puis je ne m'étais pas trop entraîné. Puis c'est là qu'ils m'ont retourné à la maison en disant que faut que tu travailles plus fort, puis il faut que tu sois plus discipliné que ça. Puis le camp d'entraînement n'avait pas duré trop longtemps pour moi. On est tous jeunes à un moment donné dans notre vie, on fait des erreurs. C'est d'apprendre de tes erreurs, puis de ne pas reproduire la même erreur l'année prochaine. Donc moi, si je l'ai appris, ça m'a pris 1 an. Puis aujourd'hui, des fois, c'est difficile pour les jeunes de comprendre. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, mais quand ça te prend trop de temps, il y a d'autres jeunes qui poussent en arrière puis qui peuvent prendre ta place. Mais je me souviens d'un tournoi midget à Saint-Léonard, c'était super le fun. Et puis il y avait des très grosses foules quand même là, pour du hockey midget. Puis c'est ça là qui m'a marqué le plus, je pense. J'ai tout le temps joué à l'avant, soit au centre ou à l'aile, et puis j'ai jamais joué à la défense. Mon garçon, j'ai un petit gars de 10 ans, je l'ai fait jouer à la défense parce que je pense que être un bon défenseur, il y a de la demande, puis c'est très rare d'avoir des bons défenseurs, donc j'ai dit. Puis il était plus passif dans son jeu, donc
je le voyais à la défense. Fait que, il joue maintenant à la défense. J'ai joué à Midget 3A, j'ai joué à l'Auditorium de Verdun. Mais quand j'ai joué junior à Laval, avec les Titans de Laval, cette aréna-là, les lundis soirs, ça bougeait pas mal. Et puis, il y avait beaucoup d'épisteurs. Je pense que le monde fumait aussi. Fait que, il y avait de la boucane dans l'aréna, puis c'était vraiment une ambiance là, fantastique. Moi, j'ai regardé le Canadien de Montréal à tous les samedis soirs. Ma mère m'a laissé regarder une période, au moins. Si c'était pas deux, je pouvais pas regarder la troisième période. Mais Guy Lafleur, c'était mon idole d'enfance. Mais c'est un gars qui, premièrement, il n'a pas de casse. C'est un gars électrisant. J'aimais quand il rentrait, puis il laissait partir un lancer frappé. Il était assez vite. Et puis, c'est un gars qui était excitant à regarder. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Éric, aujourd'hui, on se retrouve au comptoir de la boutique du Pro. Du ruban, du tape, des lacets, un affûtage de patins, c'est à peu près tout ce qu'on trouvait à l'époque dans un Pro Shop. Aujourd'hui, une multitude d'accessoires pour venir en aide à toute une gamme de hockeyeurs, du débutant au professionnel. Tu veux nous en présenter quelques-uns aujourd'hui? Exactement, Marc. Les produits, la gamme de produits s'est élargie au fil des années avec des produits qui maintenant sont rendus essentiels, tant au niveau amateur que professionnel. OK. Avec lequel tu voudrais commencer? On peut parler des bas anti-Cooper, ce modèle de CCM qui est le Pro Line, qui est maintenant rendu répandu dans toutes les ligues, autant dans la Ligue nationale que chez les amateurs. La partie du haut est anti-Cooper. Donc, tu finis les coups de patin où tu peux te faire déchirer le tendon, comme on a vu les dernières années chez les pros régulièrement, c'est dangereux. Donc, ce bas-là peut éviter ce genre de coupure. C'est arrivé à Eric Carlson, d'ailleurs, on s'en rappelle très bien. Donc, on joint la performance d'un bas de compression avec la sécurité et la diminution du risque de blessure d'un tissu qui est anti-coupure. Exactement. On enchaîne avec? Un Magic Stick, un bâton magique, si tu veux l'appeler ainsi. Un accident au milieu de match, tu ne peux pas enlever tes patins, tu veux les faire aiguiser, tu es à l'aréna, quelques petits coups sur la lame dans le bon sens. Et puis, dans la plupart des cas, ça va ramener ton aiguisage droite et tu peux continuer ton match. Les fameuses coches qui nous empêchent d'être bien habiles sur nos patins, on les enlève, on allonge surtout l'affûtage d'un patin, puis on évite des ennuis pendant un match. Exactement. Ensuite, on a des semelles qu'on a parlé plus tôt cette année. Sont disponibles, à part si vous avez une ancienne paire de patins, que vous n'êtes pas très confortable ou pas tout à fait satisfait. Il y a toujours la possibilité d'ajouter des semelles Superfeet ou des Bauer Speed Plate qui sont thermoformables et ça améliore grandement le confort dans ces patins. Donc, quand tu parles de semelles thermoformables, elles vont être personnalisées en magasin. On amène sa paire de patins. La semelle est moulée au pied de l'athlète par la suite. Exactement. La Speed Plate est moulable, thermoformable. On la fait chauffer, elle rentre dans le patin, elle se forme au pied. On améliore l'appui, donc, et la performance. Exactement. OK. On enchaîne avec? Souvent, après un match, Marc, on oublie d'essuyer nos patins. Donc, ici, Elite Hockey nous propose un protège-lame en nylon hydrofuge qui évite la corrosion et qui permet de sécher plus rapidement. Qui est également un caoutchouc antidérapant qui protège lorsqu'on veut marcher dans la chambre ou dans les couloirs d'un aréna, qui n'a pas tout le temps un plancher fait pour les patins. Quand on néglige un peu d'essuyer nos patins, la dernière chose qu'on veut, c'est justement cette corrosion-là qui nous empêche de bien performer dans le match suivant. Et en terminant, un accessoire, je dirais pas nécessaire, mais qui est bien apprécié des débutants. Exactement. Un produit très populaire au sein des enfants qui leur permet d'apprendre à patiner. Et au fur et à mesure qu'ils sont plus solides sur le patin, on peut relâcher la courroie qui leur permet d'avoir un meilleur équilibre. Ils vont chercher leur équilibre, ils apprennent à patiner. C'est un peu l'effet des petits trous lorsqu'on apprend à faire du vélo. Exactement la même chose. Donc, on a beaucoup d'accessoires. Je sais qu'on va y revenir un peu plus tard dans la saison. Mais pour l'instant, c'est terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on s'attarde aux sous-vêtements de sport qui nous aident beaucoup dans la performance athlétique. Bonjour, ici Philippe Dano. Vous regardez Hockey Magazine RDS. Le portrait de la semaine. Une présentation de Hockey le Magazine. En kiosque et sur votre application mobile maintenant. En compagnie de Cédric Desruisseaux, qui est centre avec les Estacades de Trois-Rivières dans le Midget 3A. Cédric, j'aimerais ça que tu me parles de tes débuts au hockey. Vers quel âge tu as commencé? J'ai commencé à jouer vers 4 ans. C'est mon père qui faisait une glace extérieure en arrière de chez nous. J'ai commencé à jouer avec lui parce qu'il a toujours aimé ça, le hockey. C'est comme ça que ça a commencé.
Est-ce que dès que tu as commencé, dès que tu as chaussé les patins, tu es tombé en amour avec ce sport-là? Oui, immédiatement, surtout quand on passait des journées dehors, toutes les soirées avec ma famille, j'ai commencé à aimer ça. J'avais un petit talent, puis j'ai continué là-dessus. Là, tu as 16 ans, tu joues à Trois-Rivières dans le Midget 3A, mais tu as été repêché cet été par les Tigres de Victoriaville. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as été repêché? C'était le plus beau jour de ma vie, surtout que je suis repêché par l'équipe de ma région. Je ne peux pas demander mieux, puis je suis vraiment content. Si on se projette un peu dans le futur, c'est quoi tes buts? Bon, là, tu as 16 ans, tu vas partager entre le Midget 3A et la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais l'an prochain, à 17 ans, qu'est-ce que tu vises? Je vais être à temps plein avec les Tigres, puis être prêt. Je me sors de cette année-là, Midget 3A, pour être prêt l'année prochaine, puis arriver et puis performer au junior. Quelles sont les choses que tu vas devoir améliorer pour continuer à progresser au hockey? Mes batailles à 1 contre 1, mon jeu défensif, surtout sans la rondelle, puis garder de la force physique. Je pense qu'un joueur comparable à Cédric, ça serait Max Pacioretty. Donc Cédric, c'est un joueur très offensif, qui a une vitesse impressionnante, un bon coup de patin, puis qui a un tir foudroyant. Là. Donc juste par sa vitesse, son accélération, il est capable de battre des défenseurs 1 contre 1. Son lancer, il est précis, puis surtout, il sort vite de sa palette. Donc les goalers ont de la misère à figurer où ce que le lancer va finir. Quel genre de gars dans le vestiaire? C'est un gars qui prêche par l'exemple. Cédric, c'est un gars professionnel, il se prépare bien, il mange bien, il se couche tôt, il se concentre avant ses matchs. Donc, je dirais que c'est un leader, là, pas nécessairement volubile, mais qui prêche par l'exemple. Quand tu penses à ta carrière, bon, là, tu as 16 ans, mais tu joues quand même depuis plus de 10 ans. C'est quoi ton plus beau ou tes plus beaux souvenirs? Mon repêchage, c'est le premier qui me vient en tête. L'année passée, quand j'étais... il y a 2 ans, quand j'étais finaliste aux Jeux du Québec, quand on était négligé. Puis quand j'étais plus jeune, quand j'ai gagné la Coupe Dodge, c'est pas mal les plus belles années, les plus beaux souvenirs que j'ai. Est-ce que tu es en sport-études? Oui, je suis en sport-études depuis secondaire 2. Puis comment c'est de concilier le hockey et les études? Bien sûr qu'il faut être structuré. Quand je suis à l'école, je me concentre sur mes études pour que quand j'arrive au hockey, j'aille la tête juste au hockey. Puis au niveau de l'école, bon là, éventuellement, tu vas arriver au cégep. En quoi tu veux étudier? C'est quoi ton but peut-être? Si on délaisse un peu le hockey, c'est quoi ton but au niveau carrière? Si au hockey, ça marche pas, j'aimerais bien être un comptable plus tard. Ah, OK. Fait que t'es bon là, avec les chiffres. Ouais, j'aime bien les mathématiques. C'est bon. Puis est-ce que tu regardes beaucoup la Ligue nationale? Ouais, c'est une ligue que je suis vraiment gros. Équipe préférée? Les Canadiens. Pourquoi? C'est l'équipe d'enfance que tout le monde en regarde au Québec pas mal. T'as-tu un joueur préféré dans la Ligue nationale? Ouais, c'est Sidney Crosby. Pourquoi? Il est bon dans toutes les facettes du jeu. C'est un modèle à suivre. Il travaille toujours fort. Vraiment, il a gagné une Coupe Stanley, plusieurs Coupes Stanley. C'est un modèle à suivre. Cédric, merci beaucoup pour ton temps et puis bonne saison. Merci à toi. Bien, salut tout le monde, ici Patrice Lemieux, joueur de hockey NHL. Vous êtes en train de regarder la télévision sur les ondes de Hockey le Magazine au canal RDS. Sur la glace, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. De retour avec nous cette saison, Daniel Jacob de l'Armada Blainville-Boisbriand. Aujourd'hui, tu veux nous parler de l'importance des passes et des réceptions de passes. Oui, absolument. Avec la vitesse du jeu qui cesse d'augmenter, on se doit de faire avancer la rondelle rapidement. De là, l'importance de bien maîtriser la technique de passe et la réception. Donc, tu as un exercice qui va nous le démontrer aujourd'hui? Oui, une belle progression à vous présenter. Excellent, on check ça tout de suite. Exercice de passe en continu, où on va mettre l'accent toujours sur la technique et la réception, mais aussi on va mettre l'accent sur la rapidité d'exécution, puis en espace restreint. Donc, on va commencer avec la rondelle en haut du cercle, avec moi qui est ici, qui va montrer une cible à Denis. Passe 1, je ramène la rondelle en haut. C'est à mon tour de se déplacer en mouvement. Je sécurise la rondelle, prise d'information, je la renvoie à Denis, qui, lui, la renvoie en bas de zone. Je prends la place à Denis. Donc, l'exercice continue avec une passe. Deuxième passe. On la remonte en haut. On se déplace de notre côté fort. On reçoit la passe. En mouvement. Hey! J'oublie pas de bien demander la rondelle. Et puis, l'exercice en continu comme ça. Toujours du coup droit. Passe balayée. Passe balayée. On se déplace vers les oreilles. Reçoit. Réception. On est prêt ici en bas de zone. On ramène la rondelle en haut, on se déplace, on reste de notre coup droit. Bien entendu, ici, le droitier pourrait aussi exécuter une passe du revers. Excellent.
OK. On va arrêter ici, messieurs. Chose très importante. Là, c'est facile. On n'a pas d'opposition, on n'a pas de joueur adverse. Mais ça va être important dans un match. Quand tu reçois ta rondelle, il faut que tu te fasses confiance. La rondelle est sur ta palette, c'est réglé. Ta tête monte. Ta tête prend de l'information. Puis le joueur qui veut la rondelle, il faut que tu la demandes. OK? Fait qu'on va prendre des bonnes habitudes. Quand tu vas recevoir ta rondelle, tu te fais confiance, la tête à lèvres. Puis je veux que le joueur qui veut la recevoir, hey, ici. Ça marche? Fait qu'on va communiquer un petit peu plus. Ça marche? On essaie ça. En bas, en haut, on se déplace. On demande notre rondelle. Excellent. Même chose. Avec une bonne cible. Excellent. Soyez vocal, les boys. Soyez vocal. Pas mal mieux. Excellent. Daniel, on remarque aussi qu'il n'y a pas trop de driblage avec la rondelle. Hein? On reçoit et on passe. Exactement. On veut le minimiser. Surtout en espace restreint. C'est peut-être la fenêtre de passe ça, qu'on doit la faire. On est en maniement. Ça se referme devant nous. Good. Quand on a bien maîtrisé la première étape de l'exercice, on peut même amener un élément rapidité qui va être la passe sur réception. C'est ce que les jeunes vont nous démontrer ici. C'est parti. Réception. Tout est en one touch. Tout est... Comme on voit ici, l'élément, la difficulté va être augmenté de beaucoup. Ça va être important pour les jeunes. On ferme nos palettes à la réception. On ferme nos palettes à la réception. Pas mal. Excellent, messieurs. Excellent. L'aspect communication aussi. Good. Donc, c'est un excellent exercice. Beaucoup de difficultés en progression nécessairement. As-tu des points clés que tu veux que les gens retiennent à la maison? Bien, les points clés importants, encore une fois, la prise d'information va être clé. De donner une bonne cible quand on veut la rondelle et puis de la demander, cette rondelle-là. Ensuite de ça, fermer notre palette et puis de bien comprendre aussi que la passe sur réception, c'est pas nécessairement un lancer frappé. Donc, de varier la force de notre passe pour aider notre partenaire là, dans cet exercice-là. C'est excellent, Daniel. Merci beaucoup. Et on se voit la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, Serge Beausoleil de l'Océanique de Rimouski et Marc-André Dumont des Screaming Eagles du Cap-Breton nous parlent de la différence entre diriger dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec et dans la Ligue Midget 3A. Sylvain Lefebvre nous raconte son parcours vers la LNH. Le portrait de l'entraîneur-chef des Harfans du Triolet Pee-Wee 3A, Alexandre Perron. On découvre différents accessoires avec le trio hockey. Et Jocelyn Thibault nous parle agilité et technique pour les gardiens. À la semaine prochaine. Hockey Magazine vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution.